Alors si je prends l'Europe, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de thème, mais j'ai voulu vous parler un petit peu de tout. Hein. Si je prends l'Europe, les Anglais connaissent l'intelligence économique, la pratique ou les méthodes de l'intelligence économique depuis des centaines d'années. Ce sont ceux qui le pratiquent depuis le plus longtemps. Parce que lorsqu'ils avaient l'Empire britannique, ce qu'on appelle le Commonwealth, eh bien, les techniques d'intelligence économique étaient utilisées dans le Commonwealth pour que le commerce britannique soit plus puissant que les autres. Il est certain qu'aujourd'hui, les choses ont changé, parce qu'il n'y a plus de Commonwealth, il n'y a plus d'Empire britannique, et donc, les Anglais se sont adaptés aux nouvelles réalités. Les Allemands, qui sont le pays le plus puissant en Europe aujourd'hui, depuis la réunification de l'Allemagne, les Allemands ont un problème technique énorme pour parler d'intelligence économique, c'est qu'ils travaillent, au point de vue économique, uniquement Länder par Länder, c'est-à-dire province par province. Hein. Or, un Länder allemand, ça n'a rien à voir avec une province chinoise. C'est tout petit. Chez vous, ça serait une petite ville. Et donc, ils ont un problème énorme parce qu'ils n'arrivent pas à coordonner leurs actions au niveau national. Mais ce qui explique que les entreprises allemandes sont très indépendantes, souvent très efficaces d'ailleurs, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir une politique nationale d'intelligence économique, à la différence des Français ou des Anglais. En ce qui concerne les Espagnols, ils ont découvert l'intelligence économique après les autres, beaucoup plus tard que les autres, pour une raison très simple, c'est que l'Espagne a commencé son développement il y a 20 ans, alors que les pays comme l'Allemagne ou la France se développaient depuis 1950, donc avaient depuis 30-40 ans, alors qu'au moment où les Espagnols ont commencé, et la croissance espagnole était tellement importante du point de vue économique sur les 20 dernières années, que les Espagnols n'ont pas jugé utile d'ajouter les techniques d'intelligence économique à leurs moyens classiques. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, parce qu'ils veulent se mettre à l'intelligence économique, mais quand on démarre avec beaucoup de retard, c'est difficile d'être au niveau des autres. Toujours pour parler du sud de l'Europe, L'Italie est un problème très particulier parce que en Italie, nous sommes dans une économie différente du reste de l'Europe, un peu comme la Grèce d'ailleurs. À savoir qu'il y a une partie officielle et une partie non officielle. Les entreprises travaillent en partie officiellement et en partie de manière cachée, pour ne pas payer d'impôts, pour éviter des taxes, pour beaucoup de choses. Et de ce fait-là, aujourd'hui en Italie, on a beaucoup de mal à coordonner l'action des entreprises parce qu'on ne sait pas ce que sont réellement les entreprises italiennes. Je parle au niveau italien. C'est pourquoi l'intelligence économique italienne est faite beaucoup plus par entreprise ou dans le cadre de groupes d'entreprises dans une ville ou dans une association. Pour continuer sur l'Europe, je ne vais pas vous faire tous les pays d'Europe, il y en a 27, ça serait beaucoup trop long, et puis il y en a beaucoup qui n'ont aucun intérêt. Mais je voudrais vous signaler que parmi les meilleurs pays d'Europe sur le plan de l'intelligence économique, nous avons la Suède. Et la Suède, c'est très intéressant parce que c'est le seul pays d'Europe qui est assez proche du raisonnement, je dirais, asiatique. C'est-à-dire qu'en Suède, l'intelligence économique est pratiquée en faisant remonter les décisions et l'information d'en bas, de la base, pour remonter vers la direction. Donc c'est un système qui est communautaire et c'est extrêmement efficace en Suède. Mais il faut bien dire que personne ne sait comment l'adopter dans des pays comme le sud de l'Europe, même si on sait que c'est efficace, dans la mesure où les Européens du Sud sont individualistes, c'est-à-dire que chacun travaille pour lui et très peu s'intéresse aux autres. Le français, l'espagnol, l'italien ne sait pas travailler en groupe. C'est la grande différence. Et c'est pour ça d'ailleurs que les méthodes qu'on peut utiliser dans d'autres coins du monde sont inapplicables chez nous. Mais la réciproque est vraie aussi, il y a un problème d'adaptation. Alors, l'intelligence économique, et je voudrais terminer là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, l'intelligence économique, pour nous, en tout cas telle que par expérience, si vous voulez, je le vois, l'intelligence économique, ça passe par la recherche des bonnes informations qui vont être utiles
pour faire une bonne politique de développement ou pour se défendre de la concurrence au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau d'un pays. Mais c'est pas tout. L'intelligence économique, c'est aussi un moyen de mieux comprendre, de mieux organiser, de mieux négocier au niveau international. Parce que si vous connaissez que veut faire l'autre, si vous comprenez quelle est sa stratégie, vous serez beaucoup plus fort pour négocier et discuter sur vos propres bases. Et c'est aujourd'hui un problème très important parce que dans les problèmes de normes, de standards, d'accords internationaux, de lois, d'application des lois, celui qui connaît mieux que l'autre ce qui se passe au niveau de l'environnement, local ou national, au niveau des entreprises que l'on a en face, au niveau des gens que l'on a en face, au niveau des techniques, au niveau de la recherche, celui qui maîtrise mieux toutes ces techniques a un avantage concurrentiel parce qu'il est capable de comprendre ce que veut faire ou ce que va faire l'autre. Donc c'est tout le problème actuel. Moi je crois qu'aujourd'hui on rentre dans un monde très concurrentiel, avec une concurrence comme on n'en a jamais connue, mais dans lequel celui qui va gagner, celui qui gagne, quelle que soit son origine, son système ou son organisation, c'est celui qui détient les meilleures informations. Dans un livre que vous connaissez certainement qui s'appelle La guerre des États du Nord, de Sun Tzu, il est dit que la meilleure bataille, c'est celle qu'on ne livre pas, parce qu'on a eu les bons renseignements qui permettent de ne pas avoir à livrer bataille. Ou si on livre bataille, c'est dans la stratégie du jeu de Go, de Go, oui, dans laquelle, comme vous savez bien, on ne tue jamais l'adversaire, mais on l'encercle et on le fait travailler. C'est la grande différence entre cette mentalité, qui est la mentalité de l'intelligence économique chez nous, et la mentalité traditionnelle européenne du jeu d'échecs, dans lequel, lorsqu'on se bat, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, et le perdant, il faut le tuer. C'est un changement complet de mentalité, et dans nos pays, l'intelligence économique, c'est justement d'où va amener, ou amène, ou doit amener ce changement de mentalité qui est un vrai changement culturel. Ce qui, à mon avis, rendra plus facile d'un côté pour des pays comme la Chine ou des entreprises chinoises de travailler avec nous, parce qu'on se comprendra mieux, et qui, d'un autre côté, permettra aux Occidentaux et aux Européens en particulier de mieux comprendre aussi comment ça se passe dans les pays asiatiques, et donc d'être plus efficaces dans leurs négociations et dans leurs discussions. Alors voilà moi un peu ce que je voulais vous dire sur l'intelligence économique. Je ne vais pas rentrer sur les techniques au niveau de l'État français, au niveau de tout ça, parce que j'ai vu votre programme et vous savez tout. En tout cas, vous devez en savoir au moins autant que moi. Mais ce que je voulais bien insister, c'est ça, c'est que l'intelligence économique dont on vous parle ici, c'est quelque chose qui existe depuis les débuts du monde. En définitive, ça se résume en un mot. On est plus efficace si l'on a de bons renseignements que si on n'en a pas. Pour avoir de bons renseignements, il faut avoir l'œil ouvert sur les autres. Et il faut chaque fois se dire que l'autre, il est différent de nous, mais il peut être aussi très bon. Et si on sait le comprendre, alors on peut le battre. Donc, voilà ce que je voulais. Et maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Enfin, j'espère que c'est pas trop choquant, ça va. Bon, alors, d'abord, sur le plan des exemples, si vous voulez, sur le plan de l'exemple, bon, nous avons quantité d'exemples de coopération, si vous voulez, ou de compétition, dans lesquels il y a des intérêts communs et en même temps une véritable concurrence. Si on a un exemple français, quand EADS, la société française, européenne EADS, dit je développe l'Airbus, c'est un produit européen, et ils le vendent dans le monde entier. Quand on dit le marché chinois représente 700 à 800 avions au moyen courrier, donc formidable marché, donc il faut y aller. À ce moment-là, les industriels se disent comment j'y vais? J'essaie de vendre à nos amis chinois des avions, prendre la part de marché, une grosse part de marché sur les 700 avions, et on leur répond, avec raison, les Chinois leur disent, mais pourquoi voulez-vous vendre très cher des avions à la Chine sans que nous, on n'en tire aucun profit, alors que nous sommes un très gros client. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, eh bien, on va construire une usine d'assemblage en Chine. Que dit à ce moment-là l'industriel européen?
Il dit, si je fais une usine d'assemblage en Chine, je vais montrer aux Chinois une partie de ma technologie. Est-ce que je prends ce risque ou est-ce que je ne le prends pas? Et là, dans le cas précis, ils ont dit, je le prends. Parce que d'un côté, je vais montrer mes technologies, mais d'un autre côté, c'est un très gros marché d'avions dont j'ai intérêt à y aller.